Alors, deuxième thématique à l'ordre du jour, cette guerre commerciale Chine-États-Unis, mais l'accent particulier ce soir est mis donc sur les implications, alors les perspectives pour le continent africain, pour les décideurs africains. Alors, Monsieur Dimi Daledo, la combinaison même des nouveaux tarifs douaniers américains et bien sûr, la suspension il y a quelques mois de l'aide donc de l'Agence des États-Unis pour le développement international a porté un coup sévère, il faut le noter, aux pays fortement dépendants de cette aide et surtout des échanges commerciaux avec les États-Unis. Est-ce que cette situation ou alors cette escalade commerciale entre la Chine et les États-Unis n'ouvre pas les perspectives donc pour ces décideurs africains, pour les décideurs africains, la précision en vaut la peine? Bon, je pense qu'il y a véritablement un bond qualitatif. C'est un véritable bond qualitatif que nous vivons, c'est-à-dire un changement soudain, profond, relativement violent, et qui ne s'oriente pas dans le sens du monde néolibéral qui avait à sa tête l'impérialisme nord-américain et ayant pour chasse-gardée les différents impérialismes organisés au niveau de l'Union européenne. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a deux visions du monde. D'un côté, la Chine, qui est très clairement un communisme du XXIe siècle, un socialisme dématérialisé, un socialisme qui s'est adapté à ses conditions d'existence matérielle, à ses conditions matérielles actuelles. Et de l'autre côté, nous avons un monde néolibéral dans lequel règne cette idéologie néolibérale qui consiste à dire que l'État doit totalement se décharger de certains investissements pour tout laisser à des monopoles privés et qui, au final, dévorent les États. Et c'est bien là la première distinction entre les États-Unis et la Chine, c'est que la Chine a gardé un élément. Il y a un élément qui existe sur le terrain économique qui n'existe pas en Occident et qui fait qu'en Chine, il est impossible qu'elle perde dans ce nouvel ordre mondial multipolaire, qu'elle perde du terrain. Cet élément, c'est le fait que en Chine règne encore, pour une partie de la production chinoise, règne la socialisation des moyens de production. L'État chinois est un État qui a gardé le contrôle sur ses moyens de production, qui a gardé le contrôle sur ses matières premières, et qui est de plus doté, et la Chine est dotée d'une loi qui s'appelle la loi anti-monopole. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous générez du profit, lorsque vous créez de la valeur, dépassez une certaine limite dans l'accumulation de la richesse, eh bien, la loi anti-monopole vous oblige à ne plus monopoliser les richesses, à ne pas thésauriser les richesses, à ne faire en sorte que concrètement l'argent ne soit pas concentré dans les mains d'une caste, d'une élite politique et financière, et cet argent est réparti dans la structure sociale, économique et politique. C'est ce qu'on appelle payer des impôts en fait. C'est tout simplement ça. Payer des impôts en conséquence de l'accumulation des richesses. Ça, le monde néolibéral, chez nous, nous n'arrivons pas à le comprendre. C'est-à-dire que nous, je vais utiliser un terme qui est un peu violent, mais c'est malheureusement vrai, les populations d'Occident, elles sont dotées d'un esprit de mouton. Vous savez, l'esprit de mouton, c'est-à-dire le fait les peuples d'Occident vont jusqu'à légitimer, admirer leurs propres exploiteurs. Et on n'est même pas capable de comprendre qu'il faut faire payer des impôts aux plus riches. Vous voyez? Donc la situation est particulièrement grave. Et autre élément qui fait que cette contradiction, de toute façon, s'orientera dans le sens la victoire, enfin le développement du nouvel ordre mondial multipolaire est nécessaire, c'est parce qu'il va y avoir un autre changement qui va s'opérer et qui est orchestré, prévu par l'entente sino-russe. Ce bond qualitatif prochain, ce changement profond, ça sera la reconvertibilité de l'argent en or. Actuellement, la Russie et la Chine accumulent la quasi-totalité de l'or du monde. Pourquoi? Parce que lorsque les conditions matérielles, lorsque les conditions financières seront réunies, le bloc du nouvel ordre mondial multipolaire va
générer une monnaie qui sera utilisée à l'intérieur des BRICS+, et cette monnaie sera convertible en or. Ce qui fait qu'en face, dans l'ancien monde néolibéral unipolaire, qui est en cours de fondement, dont leur monnaie, qui est une monnaie scripturale, une monnaie dématérialisée, deviendra une monnaie de singe, qui plus est une monnaie de singe émise par des pays surendettés. Et lorsque ce changement va se produire, ce sera terminé pour l'ancien monde néolibéral. Et et c'est pour ça qu'en fait c'est important, et comme le disait mon camarade tout à l'heure, je crois que c'est Tapé ou je ne sais plus qui, mais excusez-moi, mais je ne sais plus ce qu'on avait parlé concernant le CFA. Pourquoi? Parce que si les peuples d'Afrique reprennent en main leur destin politique et exigent la fin de la monnaie CFA, qui est une monnaie néo-nazie, c'est une monnaie de type néo-nazi, qui n'a pas de lieu d'exister. C'est un immondice. La CFA le franc CFA est une chaîne que l'impérialisme d'Occident conserve, parce que c'est une de ces choses qui lui permet de garder le contrôle dans une certaine mesure. Si les pays d'Afrique se libèrent du franc CFA, et que cette libération du franc CFA, combinée à l'autodétermination des peuples et combinée à cette reconvertibilité de l'argent à l'Est, en or, et qui va booster l'essor du nouvel ordre mondial multipolaire, eh bien, vous savez, via les nouvelles routes de la soie et les différentes infrastructures, je pense notamment à Mombasa au Kenya, dans lequel il va y avoir un port gigantesque qui sera un petit peu le Guadar du continent africain, voyez-vous. Et là, à ce moment-là, les pays d'Afrique vont totalement s'intégrer dans les nouveaux espaces de croissance dédollarisés avec leur propre monnaie, espérons-le. Et là, ils pourront, et là, ce sera le catapultage économique, social et politique. C'est pour ça qu'en fait, il faut prendre les bonnes décisions politiques. Et surtout, c'est là que je suis d'accord avec la notion d'opportunisme, parce que force est de constater que certains dirigeants ont toujours priorisé leur intérêt individuel, malheureusement, leur intérêt individuel a toujours été priorisé sur l'intérêt collectif, malheureusement. Alors, Monsieur Simonde, vous êtes un des acteurs même dans la promotion du Made in Africa hors de nos frontières. Pour de nombreux producteurs, pour de nombreux investisseurs africains, c'est une opportunité en or. Mais la question que je vous pose très simplement, c'est pour combien de temps? Mais en réalité, cette bataille entre la Chine et les États-Unis, c'est une bataille qui a ses raisons d'être. Pour la simple raison que, en Chine, leur manière de produire est complètement différente de la manière des États-Unis. Ce qui fait que ils peuvent même subventionner tous leurs produits de la Chine pour rendre ça moins cher sur le marché international et faire en sorte qu'ils ont la domination sur le plan international de leurs marchandises dans d'autres pays africains. C'est même ce qui se passe en Afrique. Et ça, les pays occidentaux ont cette habitude de subventionner leur production, les rendre moins chers, les inonder tous les pays africains en rendant les pays africains indépendants de tous leurs produits. C'est pour ça que moi, dans notre bataille, nous demandons aux Africains de produire ce qu'on consomme et de consommer ce qu'on produit. Parce que quand les éléphants se mettent à lutter, c'est les arbres qui payent les pots cassés. Il faut que l'Afrique, à partir de cette bataille, se mette en tête qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour produire toutes nos matières premières et les consommer et ne vendre à l'extérieur que les produits finis. Parce que cette bataille va être extrêmement compliquée pour les pays africains si on ne se met pas ensemble, comme l'AES est en train déjà de le démontrer, en transformant son or, en transformant sa matière première, pour faire en sorte qu'il ne sorte de pays que les matières finies. Et c'est pour ça que la bataille qu'est en train de mener la Chine et les États-Unis, c'est tout à fait normal. C'est une bataille de positionnement géostratégique sur le plan économique. Parce qu'avant, le monde était presque unipolaire. Aujourd'hui, il devient multipolaire. Ce qui fait que chacun veut s'imposer. Et cette imposition, si on ne fait pas attention, c'est l'Afrique qui va payer très très cher la bataille qui est en train de se passer. Parce que après, ça va se répercuter.
Imaginez un temps soit peu que la Chine réussit, déjà qui sont en train de s'imposer partout en Afrique avec les produits, ils essaient d'exploiter nos matières premières, les transforment. Il y a même des zones où les Africains ne peuvent même pas y aller, dans les pays africains. Ce qui fait que s'ils réussissent à s'imposer aux États-Unis, ça va être extrêmement grave pour les pays africains. Je ne dis pas ça pour soutenir l'Amérique parce qu'eux-mêmes, ils jouent le même rôle. Leur problème, c'est. Ça dit que les Africains sont les seuls qu'on rase, qu'on coiffe la tête en leur absence. On prend des décisions sans qu'on soit là. Après, on nous impose ce qu'ils veulent et on est obligé de subir. Donc, il est temps que les Africains se mettent ensemble pour produire, échanger entre eux et faire en sorte de ne rendre en Afrique que les produits qu'ils ne peuvent pas produire chez eux-mêmes, transformer chez eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, tous nos supermarchés sont inondés de produits importés. Or, ça fait en sorte qu'il y a des sous-emplois. On ne crée pas des emplois dans les pays africains. On trouve qu'on est dans le chômage. Or, si on produisait nos matières premières, on allait adapter notre éducation en fonction de notre environnement, consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme et créer des emplois au-delà. Et ça, et en créant des emplois, en échangeant entre les pays africains, on peut mettre en place une monnaie qui nous permet d'échanger. Parce qu'aujourd'hui, quand on n'échange pas entre les pays africains, comment est-ce qu'on peut mettre en place une monnaie? C'est ça le problème. Donc il faudrait que cette bataille de la Chine et de l'Amérique fasse en sorte que les pays africains puissent trouver une solution à leurs problèmes de transformation de leurs matières premières. Pour ne plus être dépendant de qui que ce soit. Parce que cette bataille qui est en train de se passer, si on ne fait pas attention, je le redis encore une fois, c'est l'Afrique qui va payer très très cher les frais. Parce qu'ils vont s'entendre, après, ils vont trouver une manière de venir exploiter la matière première des pays africains, aller les transformer. Parce que je prends un cas. Imaginez un temps soit peu que la France, qui n'a aucun puits de pétrole chez eux, ils ont 11 raffineries en France. Or, ils n'ont aucun puits de pétrole chez eux. Parce qu'ils prennent tout le pétrole en Afrique, ils les transforment chez eux et ils remontent en Afrique. Et c'est exactement ce que la Chine et l'Amérique risquent de faire si on ne prend pas des mesures draconiennes pour mettre un terme à cette dépendance avec les pays occidentaux. Il ne faut pas qu'on passe le temps à penser que la lutte qui sont en train de mener, c'est une lutte qui ne concerne pas l'Afrique. Au contraire, il faut qu'on profite de cette lutte pour se positionner et mettre un terme à la dépendance totale vis-à-vis de ces pays qui exploitent les mains-d'œuvre, les intelligences africaines pour pouvoir les utiliser à leur convenance. Voilà ce que je peux dire. Et à tout ça est lié la monnaie qu'on n'a même pas en Afrique. Parce qu'on dépend soit du dollar, soit du franc CFA, des monnaies qui n'ont aucun rapport avec nous. Donc il est temps que l'Afrique se mette ensemble pour mettre en place une monnaie qui vont permettre à l'Afrique de se développer sans dépendre de qui que ce soit. Voilà mon point de vue sur cette question-là. Professeur Tapé Groubera, pouvons-nous dire que le continent africain est un bénéficiaire ponctuel de cette situation, de ces frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis? Bien, tout à l'heure, Néné a parlé, a donné un proverbe, je vais ajouter un peu. On dit quand deux panthères se battent, la biche ne cherche pas à les séparer. Ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Je l'ai déjà dit depuis, je crois, quelques années, enfin quelques mois. J'ai dit que nous avons une opportunité, pas parce que M. Trump est un monsieur que nous aimons, mais il est venu d'abord, il va chercher à régler ses problèmes internes. N'oubliez pas qu'il a été bousculé d'abord par ce qu'on appelle l'État profond, et ensuite, la plupart des chefs d'État occidentaux, on l'a vu la fois dernière, ils les a fait asseoir comme des enfants, et puis ils leur parlaient, qui eux-mêmes se sont laissés ridiculiser, bref. Donc, il est en train de régler ses problèmes. Le problème, donc, aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que Trump a essayé de se rapprocher comment on appelle, du président Poutine, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il sait que sur le plan militaire, les États-Unis, d'ailleurs, il faut rappeler, ne peuvent pas battre la Russie. Je rappelle à toute fin utile que les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Pour ceux qui se souviennent, la guerre contre le Vietnam, les États-Unis sont battus contre une armée, je vais dire, de pauvres en quelque sorte. Aujourd'hui où nous parlons, le Vietnam est gouverné par un régime communiste. Il y a eu le cas de l'Afghanistan, ils sont allés soi-disant combattre les talibans. Là où je vous parle, les talibans sont là-bas. On prend l'Irak, ils ont fait, c'est vrai, ils ont créé un désordre, mais toujours est-il que même si ce n'est pas Saddam Hussein, mais ses hommes, enfin son régime, il y a quand même quelques-uns. C'est vrai que ce pays est aujourd'hui malheureusement empiété ou bien
comment on appelle, décimé avec ces histoires de groupes qui ont été créés par la CIA. Mais toujours est-il que les États-Unis n'ont pas gagné de guerre. Donc, les États-Unis ne gagnent jamais de guerre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de créer le désordre. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se rapprocher de M. Macron, de Poutine, en voulant donner l'impression que c'est parce qu'il est le chef. Rappelez-vous, il y a quelque temps, il avait déjà donné 2 semaines à Poutine pour dire d'arrêter la guerre, sinon elle allait intervenir. Ça nous rappelle un peu un autre comédien du nom de Macron, qui a toujours dit qu'il allait envoyer les Français, enfin ses soldats, pour aller se battre. Il ne l'a jamais fait, comme si on l'empêchait. Bref. Donc, ce qui se passe, c'est que les États-Unis qui sont dépassés, parce que le livre de M. Emmanuel Todd, la défaite de l'Occident, je pense que c'est un livre révélateur. Mais avant lui, il y avait d'autres personnes qui avaient écrit comment on appelle, sur cette histoire de la décadence du monde occidental, est une réalité. M. Trump gère un pays qui est en train d'aller à volo. C'est une réalité. Il n'y a pas midi 14. Les États-Unis, c'est comme vous avez un lion, on dit c'est un lion. On oublie même que ses dents ne sont plus capables de gérer, de mordre, ne serait-ce même qu'une petite souris. C'est le cas des États-Unis. Sur le plan économique, c'est la Chine. Je rappelle que après le Japon, la Chine est le deuxième qui détient le plus grand taux des dettes des pays occidentaux, notamment ceux des États-Unis. Vous voyez? Donc, c'est d'ailleurs pour ça que l'année passée, la Chine a liquidé quelques-uns des bons américains parce qu'ils savent que la dette des États-Unis est une dette très, très, très élevée. Je donne, par exemple, en termes de choses, c'est 35 000 milliards, alors que le PIB des États-Unis, c'est 27 000 milliards. Vous voyez que le décalage est énorme, en quelque sorte. Donc, c'est un pays très endetté. Et donc, la Chine, sur le plan économique, est la première puissance mondiale. Ça, il n'y a même pas de débat. Sur le plan militaire, c'est comment on appelle, c'est la Russie. Et ces 2 pays dont je viens de parler font partie du BRICS. Et les pays occidentaux qui, à un moment donné, se tapaient la poitrine, représentent à peine 27% en termes économiques. Vous voyez qu'on va progressivement vers ce qu'on appelle la fin de ce monde-là. Donc, la question des tarifs douaniers dont on parle, qu'il faut expliquer un peu simplement aux gens pour que les gens comprennent, cette question-là, enfin, on va remarquer dans quelques temps une forme de récession aux États-Unis. Trump le sait, ou bien s'il ne le sait pas, alors ça pose un problème. Moi, je ne suis pas économiste, je suis quelqu'un qui fait seulement des analyses. Je m'explique. Lorsque vous mettez des tarifs douaniers, c'est-à-dire que vous dites aux gens que si vous venez dans mon pays, vous allez payer un tel taux. Or, vous savez que les capitalistes, ce sont des gens qui n'aiment pas prendre trop de risques. Donc, les gens regardent. On s'est dit, je prends un exemple, des entreprises qui sont par exemple au Mexique. C'est-à-dire que pour produire à coût moins cher, les Américains vont par exemple construire des usines au Mexique parce que la main-d'œuvre là-bas est moins chère. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand Trump dit que les marchandises qui ont été en plus-value, qui ont été faites, ne peuvent plus rentrer gratuitement, il faut élever le tarif. Donc, ce qui veut dire que celui qui vient venir, il a 2 possibilités. Première possibilité, le tarif qui a été fixé, il le paye et il fait rentrer ses marchandises là. Ou bien, deuxième possibilité, mais là, il a une main-d'œuvre qui est moins chère. Deuxième possibilité, il fait un démantèlement de son entreprise et il vient aux États-Unis. Mais la différence, c'est qu'il doit payer plus cher, comment on appelle, les ouvriers, puisqu'ils sont payés en dollars quand même. Donc, il regarde ça. Le troisième élément qui est une conséquence, c'est que comme M. Trump est un monsieur qui est fluctuant, aujourd'hui, il peut dire ça le soir, il peut changer. Actuellement, M. Trump, en fait, il fait de la surenchère. L'objectif, il le dit lui-même, il est en pleine négociation. C'est-à-dire que si demain, malheureusement, on vient de perdre le professeur Tapé Grobera. Nous osons croire que dans une poussière de secondes, il nous retrouvera. On va donc remettre la parole à monsieur. Allez-y, professeur. Alors, compte en réalité que monsieur, comment on appelle, il va avoir une crise aux États-Unis. Donc, ce que monsieur, comment on appelle, Trump essaie de faire, c'est, je veux dire, du leurre. Ça ne va aboutir à rien. Maintenant, nous, les Africains, ce que nous, on doit prendre, comme disait le président Mandela, dans toute situation, soit on gagne ou on apprend.
Nous avons une opportunité de 2 ans, enfin maintenant, je crois d'un an et demi depuis l'avènement de M. Trump, c'est de développer chez nous, comme l'a dit tout à l'heure le doyen, des éléments qui sont, je veux dire, qui font partie de notre patrimoine. Pourquoi est-ce que nous, on se prend la tête pour aller faire du blé? Sauf que même, on peut même planter le blé chez nous. Par exemple, je prends un truc bête. Le pain, on n'a plus besoin de faire un pain à base de blé. On peut faire le pain à base de fonio, de maïs, le pain à base de mil, ainsi de suite. Donc, au contraire, c'est de créer des entreprises qui vont, d'abord en ayant des éléments locaux et qui vont nous permettre de faire sortir ces éléments et de les distribuer, enfin, je veux dire, d'échanger au niveau de l'Afrique. Donc, il faut relever le marché africain entre nous. Ce n'est pas de l'extérieur. Ça, c'est la première des choses. On le voit déjà dans les pays de l'AES. C'est vrai qu'ils sont entourés des gens qui, ma foi, continuent de croire que l'Occident va les aider, mais il faut plutôt ancrer nos éléments sur nos propres ressources et sur nos propres valeurs. Ça, c'est très important. En ce qui concerne les marchandises, l'Afrique n'est même pas comptée. En ce qui concerne les États-Unis, il y a quelques pays, je crois que si je ne me trompe pas, l'Afrique du Sud. Donc, pour nous, je pense que c'est une bataille entre eux. Mais nous, au contraire, nous devons aussi dire, comme il est élevé, comme on appelle, les tarifs douaniers, nous aussi, nous devons faire la même chose. Ce sont ceux qui viennent envoyer des voitures. Pour le moment, on ne produit pas encore des voitures, même s'il y a quelques tentatives, on ne produit pas les voitures en grande quantité. Nous aussi, si les États-Unis, ils élèvent les tarifs douaniers, nous, on dit pour faire entrer une Ford, par exemple, dans un pays africain, on élève les tarifs douaniers également. Voilà comment nous, on peut gagner dans cette situation. De telle sorte qu'ils savent que s'il y a quelque chose qu'ils posent comme acte, comme l'a fait le président Tchani, en ce qui concerne les visas, nous aussi, nous devons, pour une question de principe de réciprocité, poser le même acte pour qu'ils sachent que, comme on dit chez nous, quand tu danses avec un non-voyant, il faut marcher de temps en temps sur son pied pour qu'il sache qu'il n'est pas seul. Voilà, pour moi, ce que nous devons faire. Nous ne devons pas chercher à séparer qui que ce soit. La bataille, la Chine est assez grande pour se défendre. Je vous ai dit que la dette des États-Unis, la première, ceux qui la détiennent, vous avez la Chine et le Japon, les deux réunis, détiennent 80% des dettes des pays occidentaux. Donc, la Chine a les moyens. Interruption avec le professeur Tapé Grobera, qui était donc en train de chuter et montrait justement les opportunités ou alors les perspectives pour le continent africain. Alors, Monsieur Adama Inas, le président américain Donald Trump, vous l'avez très bien suivi, a menacé lundi d'imposer donc jusqu'à des droits de douane allant jusqu'à 200% sur les produits chinois entrant si Pékin n'accélère pas les exportations de terres rares. Alors, est-ce que cette position même des États-Unis ne va pas exposer donc les États-Unis? Est-ce qu'on ne va pas assister à une certaine fragilité demain de ce pays? Monsieur Adama Inas, vous avez la parole. Alors, allez-y. Alors, le temps de permettre à Monsieur Adama Inas de nous revenir. Monsieur Lushima, la question vous est également posée. La question, je vous la renvoie. Est-ce que cette décision, cette menace prise par le président américain Donald Trump dans le cadre de cette escalade tarifaire, est-ce qu'elle n'expose pas les États-Unis? On ne va pas demain assister à une sorte de fragilité de ce pays? Alors, le temps de permettre à nos différents panélistes, à ces deux panélistes précisément dans le Zoom, de nous revenir. La question vous est également posée, Monsieur Simondé. La question, c'était encore, rappelez-moi encore la question. Alors, vous avez très bien suivi cette décision prise par le président Donald Trump. On parle des tarifs douaniers, des droits douaniers qui vont monter jusqu'à 200%. Et la menace, elle est claire, si Pékin n'accepte pas, n'accélère pas, j'y arrive, ces exportations
des terres rares et la position de la Chine, vous la connaissez très bien. Est-ce que les États-Unis, dans cette position, ne va pas tout de même se retrouver plutôt dans une sorte de fragilité? En réalité, Madame Capen, il faut savoir que quand un pays décide de monter les frais de douane, c'est pour protéger la production locale. Ce n'est pas pour autre chose. C'est parce qu'on sait que si la Chine introduit ses produits aux États-Unis, tout ce que les États-Unis produisent, les coûts, ça va baisser complètement. Ça va affaiblir la production, que ce soit industrielle, que ce soit locale. Tout ce que l'Amérique produit doit chuter. Alors il faut monter les frais de douane pour empêcher les produits chinois de rentrer dans ce pays. Parce que si les produits chinois rentrent et que les coûts sont moins chers, ça veut dire que ça va diminuer la création des emplois dans les États-Unis. C'est ça qu'il s'agit. Par exemple, je vous donne un cas. Imaginez tant soit peu que les voitures chinoises rentrent facilement aux États-Unis. L'industrie automobile aux États-Unis vont chuter complètement. La production va s'arrêter, va diminuer, le travail va chuter, la production. Ça dit que la main-d'œuvre va complètement baisser. Et conséquence, même l'économie va subir un coup. C'est pour ça que Trump est obligé de monter, même, et ça c'est ce que les pays africains devraient faire. Parce que pour faire en sorte que notre économie démarre, il faut empêcher les produits qu'on peut fabriquer nous-mêmes de rentrer dans le pays. Imaginez-toi que dans certains pays africains, on produit même, on importe même le cure-dent, et pourtant on a le bois dans tous les pays africains. Le frère a dit tout à l'heure que on devrait même faire le pain de maïs, Je dois rappeler à des Africains qu'au Cameroun, on fait le pain de maïs, pain de patates, pain de plantain, même le pain de riz. On fait tous ces pains-là parce qu'on a une industrie qui fait la farine panifiable et qu'on vend dans les boulangeries. Il faut seulement développer, et pour ce faire, il faut arrêter l'importation, par exemple, de la farine de blé, et où on fait le blé en Afrique, et on utilise ce blé, et on arrête l'importation de blé. C'est ça qui fait en sorte que l'Afrique reste dépendante de tous ces pays qui sont producteurs chez eux et qui inondent les pays africains de leur matière. Et l'Amérique réussit à imposer, multiplier les frais de douane, même par 20, même par 200%, pour empêcher que les produits chinois puissent venir détruire l'économie. Déjà que, comme quelqu'un l'a dit, l'Amérique est le pays le plus endetté par rapport à la Chine. Donc ils sont obligés de faire tout ça pour diminuer leur poids, leur dette par rapport à la Chine. Parce que si la Chine continue à inonder le pays, je ne suis pas économiste, excusez-moi, si la Chine continue à inonder l'Amérique de ses produits, ça veut dire que l'Amérique va devenir hyper dépendante de la Chine. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour monter le taux de douane, pour empêcher les produits chinois de rentrer dans le pays. Parce que plus les produits chinois rentrent dans le pays, plus ça crée des emplois chez eux. Plus la demande sera forte et la Chine sera obligée de produire beaucoup pour inonder l'Amérique. Et l'Amérique va se trouver affaiblie sur le plan économique. C'est ça qu'il s'agit. Et l'Afrique devrait copier ce modèle, multiplier les frais de douane par plusieurs et en faisant en sorte qu'on produise ce qu'on consomme et qu'on consomme ce qu'on produit. Voilà à peu près mon point de vue par rapport à ce problème. Professeur Tabeb Koupera, vous êtes de retour, vous avez la parole. Donc, je suis désolé. Bon, je ne vais pas être long, donc je pense que la dernière partie qui avait été mise, j'en souviens, je ne savais pas. Donc, j'étais en train de dire que véritablement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Néné, notre objectif, ce n'est pas d'aller chercher à séparer qui que ce soit, c'est de plutôt créer des conditions pour que, dans nos pays, le principe de réciprocité s'installe. Parce qu'on dit qu'on a besoin d'un plus petit que soi. Si les États-Unis élèvent les taux des tarifs douaniers, nous aussi on le fait de même. Parce que, à part, je pense, l'Afrique du Sud et puis peut-être un ou deux pays en Afrique du Nord, quels sont les pays qui ont accès au marché américain? Très peu. Même la France, qui est entre griffes, qui disent d'après elle qu'elle a des colonies. Le premier partenaire de la France en Afrique, c'est l'Afrique du Sud. Vous voyez? Donc, pour vous dire que, après, il y a la Côte d'Ivoire, vient le Sénégal, et vous avez le Ghana, ainsi que le Nigeria et le Ghana. Donc, pour vous dire que ceux-là, ils font dans les affaires. Donc, pour nous, il n'est pas question de chercher à dire qu'on va séparer les États-Unis de la Chine, parce que la Chine a les moyens, comme je l'ai dit. C'est le deuxième pays qui détient la dette des pays occidentaux, notamment celle des États-Unis. Donc, ils ont les moyens. Ils ont les moyens de faire pression sur ça. Mais de toute façon, lorsqu'ils finissent entre griffes par là, quand ils viennent nous trouver, nous sommes des gens déterminés. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est vraiment
un développement endogène. Un développement endogène. Faire de telle sorte que le marché local africain soit un marché fort. Quand on arrive là-bas, que ce soit des choses qu'on produit chez nous, qu'on vend chez nous. On a un marché local. Si c'est bien organisé, s'il y a une volonté politique, vous allez voir que les autres vont courir pour venir. On a tout chez nous. On n'a pas besoin d'aller ailleurs pour faire quoi que ce soit. Regardez, si tout de demain, on a réussi à mettre une usine en bonne et due forme, une centrale nucléaire au Niger, je sais que l'uranium ne s'arrête pas au Niger. Donc, le Niger fait frontalier au Burkina et au Mali. Vous allez voir que dans ces pays-là, même au Bénin, on peut trouver de l'uranium. Et donc, dans cette région, on va créer des usines, des centrales nucléaires qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir de l'énergie chez nous. Parce que ce n'est pas normal que vous êtes là, dans la journée, il y a de l'eau, le soir, il y a de l'eau, ou bien il y a de l'électricité, le soir, il n'y a pas d'électricité. Ça, c'est des éléments sur lesquels il faut tout faire pour qu'on puisse résoudre ces problèmes. Voilà donc les différents éléments pour lesquels, comme je disais, que nous devons axer notre combat, permettre à ce que nous puissions produire les choses chez nous avec les nouvelles technologies, des nouvelles technologies. Nous avons la chance, on peut même utiliser l'énergie éolienne, on a du désert, on peut utiliser d'autres énergies avec l'hydrogène, etc., qui est moins polluant. Et ainsi de suite, nous allons voir qu'effectivement, nous allons produire des choses qui sont chez nous et qui sont intéressantes. Ce n'est pas la peine de nous fatiguer. Pendant qu'ils se battent, prenons notre génie, utilisons ces différents éléments-là pour pouvoir accroître au maximum ce qu'il faut, de telle sorte que ce marché, qui était un grand marché, parce que 2025, enfin 2050, c'est pas loin. Le 2050, c'est pas loin. C'est dans 25 ans. 25 ans, ça veut dire qu'on sera quoi? Comme des milliards. Et donc, on a un marché local. Pendant ce temps, en Occident, la population vieillit. Et nous, donc, nous avons cette possibilité d'être sur nous. Je n'ai pas dit forcément de rejeter les autres, mais lorsque les autres arrivent, nous, on va leur imposer aussi des tarifs douaniers comme cela se fait. Donc, laissons-les se battre, occupons-nous de ce qu'il y a et faisons de telle sorte que nous puissions développer des éléments, des usines, des industries chez nous, de telle sorte que demain, quand les gens arrivent, c'est ce qu'a fait la Chine. Les Occidentaux se sont trompés. Ils ont dit quoi? Nous, l'Afrique est le pouvoir des ressources. La Chine, elle est pouvoir de main-d'œuvre. Les Chinois étaient malins. Ils ont dit, bon, vous, comme on est la main-d'œuvre, venez faire mettre vos usines chez nous. On a vu quand il y a eu le Covid, les masques. En Europe, on était obligé d'attendre la Chine pour que la Chine nous envoie les masques. Nous, c'est comme ça aussi. Nous, on dit, non, nous aussi, on a non seulement les pouvoirs de ressources, comment on appelle, naturelles, mais il y a aussi des ressources humaines. Donc, mettez vos usines, si vous voulez faire, mettez vos usines là. Et demain, vous allez voir, parce que nous, on a la chance. Le capitalisme, il investit où il veut. Mais il faut des gens, il faut la volonté politique. Cette volonté politique, ce n'est pas d'être spectateur, ce n'est pas d'admirer les autres, c'est de créer, d'utiliser notre propre génie pour que les choses puissent aller. Il y a eu des royaumes africains, je prends pour le plus simple, l'Empire du Ghana, qui s'étendait depuis ce qu'on appelle l'Algérie actuelle jusqu'à les côtes du Sénégal. Cet empire-là a vécu du 4e siècle, je dis bien du 4e siècle, jusqu'au 11e siècle. Il a été détruit par les Almoravides, c'est-à-dire les Occidentaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les Indo-Européens. Parce que Pacha Juder, dont on dit Pacha Juder, ce n'est pas un arabe, c'est un Mozarabe, c'est-à-dire c'est un Européen qui s'est converti à l'islam. Donc, comment pendant 7 siècles, nous avons pu avoir ce génie et construire cet empire-là. Donc, revenons, on le dit toujours, à nos sources, revenons à nos valeurs, de manière endogène, vous allez voir qu'on va ressortir des choses qui sont intéressantes, qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Sinon, si nous voulons copier les autres, si nous voulons faire comme les autres le font, si nous voulons aller nous occuper des palades qui ne nous regardent pas, comme l'avait fait à l'époque Macky Sall, il s'est levé, il allait en Russie pour aller demander, oui, qu'on envoie le blé. On n'a pas besoin de blé, on fait quoi avec le blé? On nous a imposé ça, c'était un moment où maintenant nous pouvons utiliser des éléments de chez nous pour produire des éléments pour notre propre nourriture. Quand vous allez dans les villes, c'est vrai, les gens mangent du pain, mais les populations à l'intérieur de tous les pays africains, je n'ai pas visité beaucoup de pays, mais je suis sûr que ce soit au Cameroun, au Congo, quand le citoyen se lève, il mange son pondou, il mange son riz couché ou il mange son foutou, je sais pas. C'est ça qu'il mange d'abord. Donc, des choses localement qui peuvent lui permettre d'avoir la force et d'aller faire, comment on appelle, ses travaux champêtres. Donc, c'est ça qu'il faut développer. Laissons les gens se battre entre eux. Ils ont les moyens de se défendre. Nous
Voyons comment est-ce que l'Afrique puisse s'en sortir à travers de ses propres ressources, à travers le génie de ses enfants, parce qu'on avait dominé le monde il y a quelques siècles, des siècles et des siècles. Ce n'est pas impossible que nous revenons, mais il faut toujours la volonté politique. Monsieur Adama Idas, quelle perspective stratégique de cette escalade tarifaire pour le continent africain, pour les Africains? Eh bien, il faut noter que depuis fort longtemps jusqu'à aujourd'hui, les Africains ont toujours été entraînés dans les grandes batailles, que ce soit armées ou économiques. Si nous prenons l'intervention des Africains dans les deux grandes guerres mondiales, et lorsque nous prenons la situation actuelle où tous les pays arrivent à exploiter les ressources minières africaines, mais aussi à utiliser l'Afrique comme un marché, vous allez comprendre que l'Afrique a une place très importante dans cette lutte. Maintenant, il est question ici, à nous les Africains, de savoir prendre conscience de notre force, non seulement en matière de ressources minières, mais en matière de ressources agricoles, en matière de potentiel économique, mais aussi en matière de marché de consommation. Alors, du moment que les deux grandes puissances économiques sont en train de se battre, il est question pour nous, Africains, de se ressaisir et de voir comment réorganiser notre production, comment tirer profit de cette lutte-là et ne pas se laisser emporter comme les autres fois dans l'histoire, dans cette guerre-là. Parce que vous allez vous rendre compte que le doyen vient de parler du cas du Congo et naturellement la Chine est implantée dans d'autres pays pour l'exploitation de leurs ressources naturelles. Donc, quelque part, ces États-là vont se sentir concernés dans cette lutte. Mais il faut qu'on se détrompe. Ces deux pays ne vont pas abandonner leur intérêt lorsque nous sommes en faillite ou bien lorsque nous sommes en difficulté. C'est à nous, Africains, de savoir que nous sommes importants dans cette lutte et de promouvoir nos propres produits en même temps que de produire chez nous. Il peut être question souvent, comme ils l'ont dit, de les inviter à implanter leur industrie chez nous, mais avec des dirigeants panafricanistes, souverainistes, qui pourront imposer les conditions qui avantageraient nous, Africains. Sinon, ça ne sert à rien qu'ils viennent implanter leur usine ou quoi que ce soit, tout en pillant, en exploitant, sans que nos peuples, sans que nos compétences ne soient exploitées en nos faveurs et pour nous-mêmes. Parce qu'en ce moment, ce serait une erreur pour nous de les inviter chez nous sans être ceux-là même qui sont employés en notre propre faveur. Parce que si je ne me trompe pas, les Chinois ont envoyé leurs enfants et autres pour aller apprendre la technologie, apprendre les techniques et tout. Et lorsque ces industries sont venues chez eux, ce sont les meilleurs agents qui copient. Lorsque les États-Unis créent un ordinateur, un véhicule ou autre, ils sont les meilleurs à copier ce que les autres ont fait parce qu'ils ont cherché d'abord le savoir, la technologie, et ils sont venus s'asseoir avec leur main-d'œuvre abondante et ils ont pu dominer le monde économique. Alors nous, Africains, certes, nous avons la main-d'œuvre, mais il est question ici de nous qualifier en technologie, en connaissance, en savoir, comme Cheikh Anta Diop le disait, pour pouvoir profiter de ces luttes-là, de ces guerres-là, parce que le temps qu'ils vont finir, qu'ils trouvent que l'Afrique est déjà éveillée, que l'Afrique a beaucoup avancé et que par réciprocité, lorsque ils vont jouer le même jeu qu'ils sont en train de faire entre eux avec l'Afrique, qu'on soit capable également d'imposer des taxes surélevées pour pouvoir mettre en valeur nos propres produits. Sinon, si nous restons en l'état, même si nous invitons leur entreprise chez nous, nous serons le bas de la main-d'œuvre et nous ne serons exploités que juste pour des petites tâches et finalement nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Donc ici, il est question non seulement de profiter de cette lutte pour nous positionner économiquement, mais aussi permettre à notre jeunesse de se former dans les différents domaines de savoir pour enfin pouvoir propulser l'économie africaine avec bien sûr des dirigeants panafricanistes et souverainistes. Monsieur Louchima, est-ce que cette inflation résultant
de cette guerre commerciale Chine-États-Unis n'offre pas l'opportunité aux Africains de se positionner comme des alternatives crédibles, parce que l'on sait que les marchés internationaux auront donc, cela va inciter les marchés internationaux à recourir à de nouveaux fournisseurs et les Africains donc peuvent se positionner à cet effet. C'est une opportunité, mais c'est une opportunité que lorsque nous aurons la capacité de penser l'Afrique avec une vision de grandeur et avec une volonté de puissance. Vous savez, on parle de la guerre commerciale, mais la guerre commerciale n'est qu'une parenthèse de la guerre économique. Et cette guerre économique, cette rivalité entre la Chine et les États-Unis a comme épicentre l'accès aux minéraux stratégiques, l'accès aux minéraux rares. D'ailleurs, pour bien comprendre cette situation, il suffit simplement de voir un peu ce qui se passe dans mon pays, le Congo, où la rivalité entre, parce que pour moi, la Chine et les États-Unis sont deux puissances prédatrices, parce que la Chine aussi, quelque part, participe au pillage du cobalt au Congo, parce qu'aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, quelque part, la Chine se comporte comme tout commerçant, comme tout businessman. Lorsque vous arrivez dans un pays et que vous trouvez le désordre et que vous trouvez une désorganisation, un businessman n'est pas là pour arranger vos problèmes. Un businessman est là pour faire les affaires. Et donc, quelque part, la Chine aussi profite de la situation. Et cette rivalité aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine, pour être beaucoup plus précis avec le cas du Congo, fait qu'aujourd'hui, les États-Unis court-circuitent le contrat sino-congolais en signant un deal minier avec le Congo, parce qu'aussi nous avons des dirigeants congolais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux économiques, et dont nos dirigeants signent des deals qui, disons les choses telles qu'elles sont, ne profitent pas au peuple. Parce que dans les deals que nous avons signés avec les Américains, par exemple, nous donnons aux Américains les contrôles exclusifs des non-minerais. Et c'est presque la même chose que nous avons fait avec la Chine entre 2007 et 2008. Donc, le problème central dans cette situation, c'est que nous n'avons pas encore en Afrique, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique centrale et dans l'Afrique dans sa globalité, des chefs d'État, des penseurs qui comprennent que l'Afrique est convoitée par toutes les puissances mondiales et que toutes ces puissances mondiales ont besoin de nous, parce que ce n'est pas l'Afrique qui a besoin d'elles, mais c'est elles qui ont besoin d'eux. Il faut être clair sur ces sujets-là. Et donc, si nous ne comprenons pas cette dynamique-là, parce que lorsque les chefs d'État africains vont vers les puissances mondiales, ils vont comme si ils avaient tout à perdre. Ils vont comme si les richesses qui sont les leurs ne leur appartiennent pas. Lorsque les dirigeants africains, en tout cas pour la plupart, vont vers les puissances mondiales, ils vont en considérant que notre continent est une boutique de minerais stratégiques appartenant aux puissances mondiales, raison pour laquelle ils signent de contrats léonins. Et là, je fais directement appel à la conscience panafricaniste. La mouvance panafricaniste doit arrêter d'être dans le discours, parce que je sais qu'on a bon nombre d'orateurs dans le courant panafricaniste, mais on doit plutôt créer un institut d'intelligence stratégique où nous allons pas que former nos États dans une volonté de puissance, mais nous allons aussi former des hommes d'affaires panafricanistes contrôlés par la mouvance panafricaniste qui seront dans la logique de reconquérir notre économie. Parce que la rivalité entre la Chine et les États-Unis, on parle des États, mais en réalité, ce ne sont pas des États qui se battent. Ce sont des multinationales, ce sont des affairistes soutenus par l'État, en tout cas en ce qui concerne la Chine, parce que contrairement à la Chine, les États-Unis est un pays qui est contrôlé par les multinationales, alors que la Chine, c'est un État qui lui-même crée et fabrique des multinationales et des sociétés privées. Donc, il faut que le panafricanisme puisse aussi créer un courant économique en formant des hommes d'affaires capables justement de relever ces défis. Parce qu'on parle bien du marché intra-africain, commercial, etc. Mais on doit cerner une chose. L'Afrique est vouée à être une puissance mondiale. Et si vous avez vocation à être une puissance mondiale, vous devez penser le monde, pas que penser les continents.
Et donc, nos affairistes doivent être dans une logique aussi, appuyée par les États africains, de conquérir le monde, pas que de reconquérir notre économie, mais aussi d'aller à la conquête du monde. C'est ce qu'a fait la Chine. La Chine a commencé par contrôler son économie, justement avec quelque part la promotion des entrepreneurs locaux, et puis par après, ils sont allés à la conquête du monde. Donc, on doit mettre en place une idéologie économique basée sur la souveraineté. Le panafricanisme, en tant qu'idéologie politique, ne va pas suffire à cela. Il faut associer à cela des affairistes, des hommes d'affaires qui pourront être capables justement de mener à bien cette idéologie. Et raison pour laquelle je pense que nous tous, sur ce plateau, nous faisons appel à ceux qui ont cette volonté de puissance, à ceux qui ont cette volonté souverainiste de réélever l'Afrique à prendre le pouvoir, à entrer dans les institutions. Parce qu'aujourd'hui, les combats se déroulent dans les institutions. Les États asiatiques, les États occidentaux nous mènent ce combat-là et nous devons aussi être à la hauteur des enjeux quelque part. Évitons, et c'est ce que nous faisons nous autres ici au Congo, parce que nous dirigeons le gardien de la souveraineté congolaise, nous sommes dans une logique de surveillance citoyenne. À chaque fois que l'État avait signé des contrats qui ne vont pas dans le sens justement de respecter les intérêts du peuple, nous manifestons, nous faisons des pressions et nous tentons quelque part d'influencer les décisions gouvernementales. Et sur vos plateaux, permettez-moi madame, j'aimerais aussi relever un cas qui est quasiment lié à cette rivalité où aujourd'hui on voit au Congo une multinationale française nommée Perenco qui a le contrôle exclusif du pétrole congolais et du gaz congolais. D'ailleurs, cette multinationale pratique ce qu'on appelle le torchage. Il brûle les gaz congolais alors que ce gaz congolais peut servir à la construction d'une centrale électrique permettant à la population de bien vivre. Et cette multinationale entretient avec le gouvernement congolais des contrats, on va dire, injustes et déséquilibrés qui ne profitent pas à la population, raison pour laquelle d'ailleurs nous projetons de mener quelques manifestations et nous projetons des activités dans cette localité pétrolière de la RDC pour que la multinationale française puisse comprendre que les pétroles congolais, le gaz congolais appartiennent en priorité aux Congolais, appartiennent aux priorités aux Africains. Donc, sortons de la logique de discours, en tout cas en ce qui concerne la mouvance panafricaniste, mais faisons aussi en sorte que nos entrepreneurs locaux, parce qu'en vérité, il n'y a pas que l'État qui pourra quelque part régler cette situation. Il faut associer des entrepreneurs locaux, des affairistes locaux africains pour que ces derniers puissent justement nous aider à gagner ou à profiter de cette rivalité. Parce que je rappelle aussi un fait historique, les guerres entre puissances peuvent se comprendre dans deux volets. Les premiers volets, c'est que ça peut être nocif pour les États faibles, mais ça peut aussi être avantageux. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous lisez bien l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, les affaiblissements entre États occidentaux a permis quelque part aux États africains de s'ouvrir sur la question de l'indépendance. Et cette rivalité entre puissances, sans toutefois vous interrompre, pôles, je vous en prie, sans toutefois vous interrompre, vous le savez très bien, vous avez souligné un sujet concernant le Congo sur le plan du contrat entre l'État du Congo de la République démocratique du Congo et cette structure Perenco, mais vous le savez très bien, la télévision panafricaine, avant de se prononcer sur un dossier, prend le soin de faire des investigations, d'envoyer même des journalistes dans ces différents pays, question d'avoir justement la position des différentes parties prenantes. Et donc, n'ayant pas eu l'occasion de faire des investigations approfondies sur ce sujet de Perenco, du contrat qui lie cette structure ou alors cette compagnie et l'État du Congo, l'on ne saurait donc développer ce dossier sur ce plateau. Je vous en prie, restons dans le cadre de la thématique à l'ordre du jour et pourquoi pas
on pourra, après investigation, on pourra avoir l'occasion, pourquoi pas, d'organiser un plateau spécial à ce sujet si justement nos investigations sont avérées. Mais je vous en prie, prière de rester dans le sujet de ce jour. Nous vous prions, s'il vous plaît. Je comprends bien votre démarche, madame. D'ailleurs, j'invite la délégation journalistique d'Afrique Média. En tout cas, si ça permettra à certains de venir dans notre descente là-bas, dans cette localité pétrolière, vous aurez aussi l'opportunité d'avoir toutes les infos. Et donc, pour revenir au sujet, parce que le sujet de l'exploitation sont intimement liés entre elles, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique. Donc, cette rivalité sino-américaine peut être une opportunité pour l'Afrique que si nous repensons économiquement l'Afrique, que si nous comprenons que aujourd'hui la guerre commerciale, la guerre économique ne se joue pas que contre les États, mais se joue aussi entre des affairistes fabriqués et soutenus par les États. Et donc l'Afrique aussi doit comprendre cette nouvelle configuration mondiale en ayant ses propres entrepreneurs locaux, en faisant la promotion de ses propres entrepreneurs locaux, pour que ces derniers puissent, en collaboration avec les États, aider dans ce combat pour la reconquête de notre souveraineté économique. Parce que tant que nos États ne seront pas réellement indépendants économiquement, nous serons toujours la proie de certaines puissances mondiales. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le voir, les droits internationaux n'existent quasiment plus, même le droit économique international n'existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la loi de la jungle, où chaque État essaie quelque part d'imposer sa volonté de puissance, où chaque État essaie de faire respecter son mot d'ordre économique au sein de l'humanité. Donc l'Afrique, pour vivre dans cette situation actuelle, doit comprendre la nécessité d'associer justement la gestion collective de la chose économique étatique et la promotion des entrepreneurs locaux, parce que sans ces derniers, nous ne pourrons pas aussi avoir une voix au sein du monde des affaires mondiales et internationales. Pardon. Monsieur Djimi Dalédo, n'est-il pas urgent pour le continent africain de se prémunir contre les tensions géopolitiques et les chocs exogènes, car vous le savez très bien, ceci permettra donc de minimiser les vulnérabilités structurelles? Pardon. Monsieur Djimi Dalédo, vous avez la parole. Alors, la question est renvoyée au professeur Tapé Grobera. Selon vous, n'est-il pas urgent? Allô? Je vous entends, madame. Oui, la question, c'est au professeur Tapé Grobera. C'est au professeur Tapé Grobera. Malheureusement, elle était adressée à monsieur Djimi Dalédo, mais on va prendre monsieur Tapé Grobera, professeur Tapé Grobera avant monsieur Djimi Dalédo. Est-ce que, selon vous, professeur, est-ce qu'il n'est pas urgent aujourd'hui pour le continent africain de se prémunir des chocs exogènes que vous connaissez très bien, des tensions géopolitiques, ce qui permettra véritablement d'éviter ou alors de minimiser, de réduire nos vulnérabilités structurelles? Oui, tout à fait. C'est ça. Je pense que c'est notre vœu le plus cher. C'est d'ailleurs pour ça que chaque fois nous interpellons les dirigeants pour que ceux-mêmes qui, à un moment donné de notre histoire, se complaisent dans une situation de mendiant. Parce que la situation souvent qu'on vit, nous avons des dirigeants qui ne réalisent même pas que nous sommes ceux que les autres envient. Comment on peut être dans l'eau potable et puis avoir soif? C'est ce qui se passe avec l'Afrique. Donc, en réalité, c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que nous voyons l'avènement de l'AES comme quelque chose de bénéfique. Parce qu'on aurait dû créer depuis longtemps des pôles très forts en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique du Sud, même en Afrique de l'Est, au nord de l'Afrique, des pôles avec des échanges qui vont se faire. Les autres sont obligés de venir vers nous. Aujourd'hui, en termes de technologie, comme on le voit, tout à l'heure, mon frère Adama l'a dit, parce que le développement, il y a deux éléments qui sont
très important. Mais le premier facteur, ce sont les ressources humaines. Vous laissez un morceau de fer, il ne va jamais dans le sol, il ne va jamais se transformer. C'est le génie humain qui va extraire le sol le fer du sol et va le transformer. Donc, en termes ici, ce qu'il faut, c'est plutôt créer des écoles. Nous avons des écoles. Je ne suis pas contre les philosophes, les historiens, mais je dis, nous devons d'abord avoir des pays où on doit privilégier, par exemple, la formation, par exemple, des ingénieurs. Ça dit que des secteurs qui sont propres à notre pays, à chaque pays du monde. Vous prenez, par exemple, je prends l'exemple, si vous prenez le Burkina Faso, on doit plutôt privilégier, par exemple, au niveau du secteur minier, ainsi de suite. Même chose au sein du pays de l'AES. Si nous prenons le Cameroun, nous devons réfléchir sur, comment on appelle, des ingénieurs agricoles, parce que là-bas, comme en Côte d'Ivoire, vous avez donc cette terre-là où les choses, où un certain nombre de ressources poussent. Mais ça ne sert à rien, par exemple, de planter du café, du cacao, de se taper la poitrine. On est le premier producteur de café, ça sert à quoi en fait? Combien d'entre nous boivent le café le matin, ou bien le chocolat? Le chocolat, on va l'utiliser autrement que de récupérer des terres qui doivent attendre 2-3 ans avant de produire, alors qu'on peut produire des éléments dont nous consommons. Vous voyez? Donc, il y a ce génie-là à développer. Donc, c'est d'abord les ressources humaines. Parce qu'une fois les ressources humaines sont faites, nous avons les ressources naturelles qui sont là. Donc, c'est ce génie-là. Donc, cela doit d'abord, comme nous sommes dans un monde capitaliste où l'agression fait partie de la norme, dans ce monde dominé par les Occidentaux, d'abord, la première des choses, c'est d'avoir des armées bien équipées. Parce que vous avez vu, les gens tournent autour comment on appelle, de la Russie, personne n'a osé aller attaquer la Russie. Israël a tenté, il y a 2 mois, de s'amuser, elle attaque bien sûr les peuples où il n'y a pas d'armée en tant que telle, mais elle s'est amusée avec l'Iran. Hop, on était obligé, les États-Unis étaient obligés de s'interposer pour ne pas que, comment on appelle Israël, qu'on prenait pour, soi-disant, une terre bénie de Dieu miraculeuse. On était obligé d'arrêter ça pour ne pas qu'ils perdent la face. Donc, nous, première des choses, c'est des ressources, comment on appelle, utiliser d'abord des ressources qui sont là, notre ressources humaines, les ressources naturelles, pour pouvoir réfléchir. Et dans cette réflexion, la première des choses qu'il faut faire, c'est d'avoir des armées qui s'équipent. C'est d'ailleurs pour ça, au niveau de l'AES, lorsque le président Assimi Goïta a dit qu'il faut créer une armée, créer des armes en Afrique, on a salué ça de toutes pièces. Parce que tant qu'on n'aura pas nous-mêmes des armes à fabriquer, les Français vont souvent, ou bien les pays occidentaux, comme ils l'ont dit, on l'a dit, le ministre Diop l'a dit, quand vous allez, l'Union européenne dit, vous pouvez vous défendre, mais pas avec des armes létales. Alors que l'autre qui est là-bas, il a des armes plus que létales. Vous voyez? Donc, il faut d'abord garantir la sécurité. Parce que c'est ça qui fait l'élément important. Un individu, il y a 2 choses, sa sécurité physique et sa sécurité alimentaire. Donc, on doit réfléchir à ces différents éléments. Et pourquoi on évite tous ces secousses. Et comme une fois que ça s'est fait, en termes d'échange, il ne faudrait plus qu'on accepte les feuilles. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le dollar, on dit oui, dollar, mais dollar, ça repose sur quoi? Sur du rien. Le professeur Pierre nous en a parlé, il faut lire son livre, Monnaie servitude. Vous avez donc, nous avons des monnaies, soi-disant souveraines. Quand nous prenons l'euro, en fait, c'est une monnaie qui ne repose sur du rien. Et donc, nous, les Africains, si aujourd'hui quelqu'un qui veut acheter des choses en euros, on va lui demander, mais nous, on n'a pas besoin de l'euro, mais qu'est-ce qu'on peut avoir chez vous là-bas? Je prends un exemple. Imaginez que la Belgique veut acheter, par exemple, le chocolat de Côte d'Ivoire, enfin le cacao de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ils vont proposer quoi? L'euro. Bon. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, on n'utilise pas l'euro. Mais on va encore, qu'est-ce qu'on va faire? Les Français vont récupérer l'euro dans le système qui est établi avec le franc CFA, et ils vont prendre une feuille, ils vont mettre dessus, on dit c'est franc CFA, on a ça localement. En réalité, on nous perd. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, pour qu'on puisse être, comment on appelle, je vais dire, à l'abri de ces secousses, la question de la monnaie est une question fondamentale. Parce que la monnaie, c'est un peu comme le sang. Quand vous avez mal à la dent, quand vous allez le médecin, la première des choses, il récupère votre sang pour voir quels sont les éléments qui ont circulé dedans. La monnaie, aujourd'hui, dans un système capitaliste, c'est l'élément important. Donc, il nous faut une monnaie, pas une monnaie satellitaire, ou une monnaie satellite. Aujourd'hui, on parle du Naira, on parle du CEDI, excusez-moi,
ça c'est un premier qui l'a dit, ce sont les monnaies satellites. C'est-à-dire que ces monnaies-là sont arrimées à des monnaies soi-disant fortes, mais qui elles-mêmes ne reposent sur du rien. Donc, si nous, on veut faire une monnaie, je pense que c'est cette réflexion qui est en train d'être faite au niveau de l'AES, c'est que, par exemple, si on crée, je prends imaginer, on n'a pas de la monnaie AES, elle va reposer sur de l'or, elle va reposer sur, par exemple, l'uranium, ainsi de suite, de telle sorte que si on veut t'acheter, les gens se disent, bon, en retour, comme on n'a pas, nous, on peut te donner l'uranium en retour. Donc, la question de la monnaie est une question centrale et je pense qu'au niveau de l'AES, une fois que c'est fait, ces histoires de fluctuations et autres, tout ça, c'est des choses qu'on peut éviter parce que nous aurons maîtrisé notre monnaie. Aujourd'hui, en termes d'économistes, il y a beaucoup d'économistes qui sont là. Il y a donc cette réflexion endogène à faire. C'est la seule possibilité pour que nous ne soyons pas chaque fois en train de tanguer parce qu'il y a un petit vent qui vient. Et on est là parce qu'on est dans un système soi-disant international qui a imposé ses lois et que nous sommes toujours là en train de suivre. C'est nous qui récitons chaque fois. Oui, que dit la communauté internationale, que dit les textes de la communauté internationale, eux-mêmes qui, soi-disant, les ont imposés, ne les respectent jamais. Donc, nous, on met ça de côté. S'il y a des lois, c'est véritablement d'avoir des lois à nous-mêmes. Et là, il faut absolument, je dis bien absolument, des gens qui sont des patriotes, des panafricains qui croient à un avenir meilleur de l'Afrique. Et ça, je pense qu'il n'y a même pas de débat. C'est ce que nous chantons, nous disons, nous crions de tout notre vœu. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons toujours aimé Afrique Média pour ce combat qui a été mené depuis longtemps. Et nous pensons véritablement qu'il n'y a que ça, c'est-à-dire l'unité africaine. Si on ne peut pas le faire dans l'immédiat, au moins faisons de manière, je veux dire, régionale, de telle sorte qu'on puisse, à un moment donné, avec le marché qui d'ici 2050 sera le plus grand marché au monde, voir comment nous allons faire de telle sorte que tous ces différents petits coups qui arrivent là ne nous ébranlent pas. Réfléchissons de manière endogène, on n'est pas obligé de créer le système qui est fait chez eux. Notre objectif, ce n'est pas de reproduire l'Occident en Afrique, c'est de partir de créer une Afrique avec ses propres valeurs, avec ses propres paradigmes. C'est ça dont il s'agit. Et vous savez très bien qu'une émission sur la monnaie, une monnaie unique africaine, pour reprendre le professeur Nicolas Bou, qui parlait dans une de ses réflexions, il parlait de la nécessité d'avoir le MUA, une monnaie unique africaine, avoir un débat justement sur une monnaie propre au continent africain, du moins à différentes sous-régions, pourquoi pas. C'est un débat qui prendra peut-être 4 heures, du moins le timing du grand débat panafricain. Et donc, on aura encore l'occasion de revenir sur cette thématique même concernant la monnaie, sur le franc CFA. Vraiment, c'est une préoccupation qui demeure et ce sujet continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. On y reviendra, professeur, peut-être avec la complicité du présentateur de dimanche, pourquoi pas, qui nous fera le plaisir, peut-être en accueil, de revenir là-dessus, ou alors dans d'autres rendez-vous du savoir. Monsieur Adama, autant pour moi, Inas, les BRICS ont condamné il y a quelques mois ce qu'ils ont appelé la résurgence du protectionnisme commercial, ainsi pour condamner les différentes décisions prises par le président américain Donald Trump. Et si l'Afrique, monsieur Inas, et si l'Afrique devenait l'arbitre silencieux? Monsieur Inas, vous avez la parole. D'accord. Le temps de permettre à monsieur Inas d'assurer une bonne liaison avec nous. Monsieur Louchima, la question, je vous la renvoie. Et si l'Afrique devenait l'arbitre silencieux? Potentialité pour devenir l'arbitre silencieux, sauf que il y a un manque d'action collective. C'est ça la véritable question. Parce que dans les BRICS, vous allez voir, aujourd'hui, il y a des blocs civilisationnels. Dans les BRICS, il y a la Russie, qui est l'union de peuples russophones. Donc, vous allez voir la Chine, c'est l'addition de provinces. Vous verrez l'Inde, c'est l'addition de provinces. L'Iran, c'est la résultante de l'Empire perse.
vous verrez que dans tous ces dispositifs internationaux, tout le monde comprend la nécessité de se réunir en bloc civilisationnel. Même les États-Unis, c'est l'addition des États. La France, c'est l'union de peuples, c'est l'union de Basques, c'est l'union de Normands, etc., etc. Mais tant que nous n'aurons pas la capacité de nous unir pour mener ce combat d'une manière collective, nous ne pourrons pas imposer une voix dans ces concerts des nations. Parce que le Sénégal seul ne peut pas le faire. La RDC seule ne peut pas le faire. L'Iran, qu'est-ce que je raconte? Le Gabon seul ne peut pas le faire. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas le faire. Nous ne pourrons que le faire si nous décidons d'appliquer le principe primordial du panafricanisme qui est l'unité des diverses formes d'africanité dans l'objectif d'obtenir collectivement la souveraineté. Alors, il faut réinventer notre pensée collective parce que sans cette pensée collective, on ne pourra pas justement jouer ce rôle d'arbitre parce qu'aujourd'hui, les BRICS ont pour objectif la dédollarisation de l'économie mondiale et les Américains veulent maintenir ce statu quo. Alors, qu'est-ce que l'Afrique propose? Parce que pour être l'arbitre silencieux, il ne faut pas simplement avoir les potentialités, mais il faut aussi avoir des propositions concrètes. Et jusque-là, l'Afrique traîne encore parce que nos dirigeants considèrent leur territoire comme des petits roitelets. Alors, ils n'arrivent pas à s'asseoir pour justement discuter sur cette question. Raison pour laquelle je dis qu'en Afrique, nous manquons de dirigeants qui conçoivent l'Afrique avec une volonté de puissance et avec une vision des grandeurs. Parce que si tous les présidents africains comprenaient que le monde aujourd'hui est régi par le bloc civilisationnel, nous allons nous unir dans un collectif, pas simplement pour la culture africaine, pas simplement pour la spiritualité africaine, pas simplement parce que nous sommes africains, mais nous nous unissons comme une communauté d'intérêt. Et donc nous décidons, parce que nous subissons les affres des autres blocs mondiaux, nous décidons aussi de constituer un bloc qui va faire face à cela. Mais tant qu'on n'aura pas justement mis en place ce genre de bloc civilisationnel, le monde ne nous prendra pas au sérieux et nous ne pourrons pas malheureusement imposer notre voix dans cette guerre entre les BRICS et l'OTAN. Malheureusement, c'est ça la réalité. J'aimerais bien que nous puissions être l'arbitre silencieux, mais tant qu'il n'y aura pas une politique réaliste, une politique économique véritable, et d'ailleurs, mes prédécesseurs ont parlé de la souveraineté économique, ont parlé de la souveraineté monétaire. Tant que toutes ces données ne seront pas justement réglées, on ne pourra pas parler de l'Afrique comme arbitre silencieux. Monsieur Sibondé, comment les Africains peuvent-ils redistribuer les cartes? Le problème, Madame Capen, c'est que j'ai toujours l'habitude de parler en termes de proverbes. Quand une mouche tombe dans un bol de miel, vous pensez que cette mouche va ressortir facilement? C'est ça qu'il s'agit. On a laissé plein d'Occidentaux venir s'imposer en Afrique. Et ils se rendent compte que l'Afrique, c'est un bol de miel. Leur ressortie de là, sans avoir mis en place un système monétaire puissant et un échange entre les pays africains, ça va être compliqué. C'est pour ça que je dis encore une fois, et malheureusement, comme je dis toujours dans mes problèmes, c'est notre orteil qui perce notre chaussure. Je dis, c'est notre orteil qui perce notre chaussure. Si on avait mis en place des panafricanistes à la tête de nos États, qui réfléchissent, qui se mettent ensemble pour gérer notre continent, on n'aurait même plus à négocier avec qui que ce soit. Les gens viendraient en Afrique, se mettre à genoux pour demander à manger, parce que l'Afrique regorge de toutes les ressources minières qu'aucun pays au monde n'a. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens fabriquent les Boko Haram, les machins, les terroristes partout, pour pouvoir imposer le désordre et exploiter nos ressources minières. Il est temps que l'Afrique se mette ensemble pour dire non à cette manière de fonctionner et qu'on limite un peu les pays de l'AES qui ont mis en place un système qui est en train de faire ses preuves dans toute l'Afrique. Donc, pour moi, c'est à nous, peuple africain, de revoir le système colonial avec lequel on a travaillé. Parce que ce qui est dramatique, c'est que... Sans toutefois vous interrompre, allant dans la même veine, sans toutefois vous interrompre, alors vous soulignez un point assez important, l'Afrique regorge de vastes
richesse Bien sûr. naturelle, un potentiel immense. Mais fort malheureusement, et vous avez suivi beaucoup de leaders panafricanistes faire des sorties médiatiques, et même certains dirigeants africains faire ces sorties médiatiques, nous, les Africains, nous frappons la main sur la poitrine pour dire nous sommes la terre des convoitises, nous sommes la destination du futur, mais se limiter à frapper la main sur la poitrine, est-ce véritablement la solution? Vous parlez d'avoir des dirigeants panafricanistes. Est-ce à dire que ceux qui sont en place n'ont pas cette vision panafricaniste? Je ne le dis pas. Le drame, c'est que, vous savez, pendant des générations, nous, on a passé le temps à envoyer nos enfants se former dans ces pays. Vous pensez que quand vous envoyez votre enfant chez votre ennemi pour être formé, quand l'enfant rentre chez vous, c'est pour servir, on le met dans des clans, dans des sectes, où il est obligé de rendre compte à ces gens. Et pour ça, c'est pour ça que j'ai dit tantôt que quand c'est notre orteil qui perce notre chaussure, c'est dire que si on avait en place des gens qui étaient complètement indépendants de l'Occident, on n'en serait pas à cette situation. Là, les accords coloniaux qu'on a signés, les accords bidons qu'on a signés avec les pays occidentaux, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Heureusement, il y a quelques pays africains qui sont en train de couper tous ces liens. Il est temps que l'Afrique prenne le temps de couper tous ces liens. Parce que tant que ces liens existent, c'est pour ça que je vous parle de l'abeille qui tombe dans un bol de miel. Il n'est pas facile que l'abeille ressorte de ce bol de miel parce que le miel est tellement sucré que s'il sort, il va aller où? Chez nous, il n'y a pas de miel. C'est pour ça que c'est à nous de prendre des dispositions pour que ce genre de trucs n'existent plus jamais en Afrique. Parce que je vous ai dit tantôt que quand dans le mot France, dans le mot souffrance, il y a le mot France. Donc, si celui qui se rattache à la France est dans la souffrance. Et le franc CFA fait partie de ce machin-là. Et on nous a obligés à signer des accords coloniaux qui datent de Mathusalem qu'on n'a pas remis en cause. Et il faut remettre complètement ça en cause. C'est le cas où on a vu, avec le Sénégal, quand on parlait du Sénégal, toujours cette histoire où on balance, on ne sait pas de quel côté on se trouve, on est toujours embarqué dans une destination qu'on ne maîtrise pas. Il est temps que l'Afrique se ressaisisse et mette un terme à cette dépendance qui ne nous apporte rien du tout. D'un côté, l'école est restée coloniale dans certains pays africains. L'école est coloniale parce qu'on ne forme pas nos enfants en fonction de l'environnement dans lequel on vit. On doit former un enfant. Vous voyez des enfants qui vont aller faire les cours d'allemand, les cours d'italien, les cours de... Tout ça, c'est pour faire quoi? La philosophie, c'est bien la philosophie, mais est-ce qu'il n'y a pas de philosophie africaine? Toutes ces histoires-là, l'école est restée coloniale, il faut changer complètement la donne pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Sinon, on va rester esclaves. Et quand on prend tous nos enfants régulièrement pour les envoyer en formation à l'étranger, on s'attend à quoi? On s'attend à quoi? C'est pas possible. Un enfant qui est formé par un Occident, avant qu'il rentre, on lui a mis plein de choses en tête, avec leur manière de corrompre les enfants. Dès qu'ils arrivent là-bas, si on ne fait pas attention, on va rester éternellement dépendant de ces esclavagistes. Donc il est temps de mettre un terme, créer des universités entre les pays africains où on forme nos enfants en fonction de leur réalité, sur le plan technologique, développer notre ressource minière sans avoir à tenir compte. Parce qu'en Afrique, on a toutes les possibilités. Il faut seulement qu'on se mette ensemble pour les développer. Et nos enfants actuellement sont bien formés dans certains pays africains pour qu'on puisse les échanger entre pays africains et asseoir une véritable technologie qui dépend de nous. Et ici, vous remarquez bien, dans le monde entier, la plupart des gens qui inventent des choses sont les Africains. Mais comme ils ont été formés là-bas, quand ils inventent, on met le nom d'un occidental et souvent on réussit même à tuer cet enfant parce qu'on ne voudrait pas qu'on sente que l'Afrique produit quelque chose. J'ai des exemples. Où il y a le premier garçon qui a installé, qui a fabriqué une télévision qui ne se branchait pas nulle part. On l'a assassiné. Il y a plein de choses qu'on peut citer. Donc il est temps que l'Afrique se ressaisisse et mette un terme à cette dépendance avec l'Occident. On n'a rien à foutre avec eux. Je suis désolé de le dire. Voilà. Professeur, on referme ce programme avec vous. Comment le continent devrait redistribuer les cartes? On va encore se répéter. D'abord, je me souviens, il y a 3 ans, j'étais au Bénin et il y a un jeune qui m'avait posé la question, qui me dit, mais grand frère, qu'est-ce que l'Afrique a perdu? C'est ce que tout à l'heure a dit. Nous avons perdu confiance en nous-mêmes.
Donc, pour qu'on puisse redistribuer les cartes, il faut que nous ayons conscience de nous-mêmes. Il faut que le complexe d'infériorité qui est en nous, on arrive à l'évacuer. Je vais faire une digression. Dans mon bouquin, donc, que vous voyez derrière, dont le titre est De l'origine africaine des mathématiques modernes, j'ai été confronté à des gens qui nous disent, mais comment vous pouvez dire que les mathématiques modernes ont été créées par les Africains? Alors que quand vous avez derrière moi, peut-être que vous ne voyez peut-être pas, vous avez les deux eaux d'Ishango. Ces deux eaux-là, Ishango se retrouve en République démocratique du Congo. Je parle sous le couvert de mon frère Lushima. Donc, presque à la frontière de la Centrafrique là-bas. Et ces deux eaux sont aujourd'hui, où je vous parle, sont en Belgique. Et lorsqu'en 2000, la Belgique a été désignée, enfin, pour présider la, comment on appelle, l'année de la science en Europe, elle a mis en valeur les deux eaux qui sont congolais. Et malheureusement, ces deux eaux, non seulement on ne les enseigne pas à l'école, mais les deux eaux servent de propagande pour dire, nous, on a la première attestation de l'histoire de l'arithmétique, c'est-à-dire les calculs, addition, soustraction, dans le monde. Ils en font, ils l'utilisent. Même quand vous allez à Bruxelles, 7 mètres sur 2 mètres, on a bâti ces deux eaux, un des autres, là-bas. Mais on ne l'utilise pas, on ne donne pas l'information à l'école pour que les enfants qui sont là notamment d'origine africaine puissent savoir que leurs ancêtres n'ont pas été là à dormir sur les cocotiers. Vous voyez? Et donc, ces informations sont cachées. Donc, il faut, à un moment donné, cesser un peu le travail que nous essayons d'accomplir et essayer de faire selon nos possibilités, donner les informations aux gens pour que nous ayons l'information, pas pour nous donner des aides et dire oui, on a fait ça, mais pour dire en même temps que ce que nous avons fait, nos ancêtres l'ont fait, nous pouvons prendre ce qu'il y a des faits pour pouvoir avancer. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons les mathématiques, excusez-moi si je parle de ça dans mon livre de données, la première définition des mathématiques a été donnée par le papier de Yamesu, qu'on appelle le papier de Rennes, qui se trouve au British Museum. La définition, c'est quoi les mathématiques? Il y a 1650 avant l'ère chrétienne. Alors qu'aujourd'hui, vous avez une définition des mathématiques qui sont faites là, où on dit ça vient des Grecs et autres, tout ça en un rageant des ramassis, et on raconte des histoires de des bouts. Vous voyez, donc, ce qu'il faut, c'est d'aller chercher dans nos ressources aujourd'hui et de voir que nous avons des possibilités qui vont nous permettre d'aller de l'avant. Vous pouvez faire la petite expérience que je fais souvent avec des gens quand j'ai rencontré différentes ambassades. Vous prenez vos langues maternelles, par exemple. Il n'y a pas un Africain qui comprend sa langue maternelle, même s'il ne la comprend pas, mais qui la pratique, qui ne fait pas des mathématiques, qui n'a pas une suite de nombres par jour. On n'a pas le temps. Sinon, vous commencez à compter. Moi, quand je prends des gens, je leur demande de me montrer 1, 2 jusqu'à 3, ça va dans mon livre, et à partir de 10, et à partir de 10, je peux lui dire, je peux compter jusqu'à 10, 11, 12, 13, comme ça, s'il y en a plus. Or, quand vous prenez la langue française pour prendre cette langue-là, vous allez voir, faites la petite expérience. Si vous avez un petit enfant de 8 ans, quand il vient, il dit tati, tata, ou bien papa, ou bien tonton, je sais compter, il va commencer à compter jusqu'à 10, un peu 11, 12, et il va créer un balbutiement, et il va commencer à parler de 16, 17, parce qu'il ne voit aucune logique entre 10 et 11, aucune logique entre 11 et 12. Or, si vous prenez vos langues maternelles, vous allez voir que dans toutes les langues africaines, on dit 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3. Ce sont appelés une suite de noms qui sont régis par des propriétés mathématiques. Vous imaginez les langues qui ont été créées depuis des millénaires dans les langues africaines, vous avez ces différents éléments. Donc, c'est moderne. Quand j'utilise ma langue maternelle, je le fais. Donc, moi, par exemple, ma langue qui est pétée en chose, elle est à base kiné, c'est-à-dire base 5, et puis à base décimale. Toutes les langues africaines, presque toutes, sont là. Deuxième élément dont je parle, ce n'est pas pour faire la publicité, vous allez voir dans les langues africaines, le mois et la lune désignent le même mot. Vous pouvez essayer, pour ceux qui m'écoutent, le mois et la lune désignent la même chose. Pourquoi? Ça montre que nous avons un calendrier. Pourtant, on va venir, on va dire aux Africains, vous n'avez pas de calendrier. Nous croyons, alors que quand on prend le français, le mois, c'est le mois, la lune, c'est la lune. Donc, vous n'avez aucun lien entre ces deux mots-là. Pour vous dire que si nous réfléchissons de manière endogène sur nos différents éléments, nous allons construire quelque chose de solide et à partir de là, nous allons les exporter. Ceux qui n'étaient pas là hier, quand l'humanité est créée, ce sont eux qui viennent s'imposer à nous. Pourquoi? Parce que nous avons tourné le dos à nos racines, nous avons tourné le dos à nos différents éléments au lieu de prendre nos valeurs endogènes. C'est de ça que il s'agit. Donc, d'abord, la question économique dont il y a une question, c'est de faire bas la terre pour dire, mais attendez, je vous ai dit, on y a eu des empires, ces empires ont été gérés par, vous prenez l'empire du Mali qui a créé la première, comme on appelle, charte des droits de l'homme, ainsi de suite.
vous allez vous rendre compte que les gens ont dirigé ce monde au 15e siècle, au 14e siècle, au 13e siècle. C'était au Mali, à Tombouctou que les gens venaient. Aujourd'hui, on parle d'Oxford. C'était à Tombouctou, c'était à Gao, c'était à Guinée. Les gens venaient pour apprendre à écrire, pour apprendre la connaissance. Donc, nous avons des choses qui sont là. Prenons-les pour que demain, nous puissions donner à l'humanité où nous avons été bloqués depuis longtemps pour pouvoir avancer. Il n'y a que l'Afrique et les Africains qui peuvent éclairer ce monde, puisque le monde nous a été confié par l'être suprême, Dieu, comme on peut l'appeler, ça dépend. C'est à nous de conduire l'humanité parce que dans nos langues, dans nos cultures, nous avons des éléments de sagesse, ce qui n'est pas, par exemple, dans le cas des modes indo-européens qui sont obligés de créer des religions pour pouvoir avancer. Voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne ces événements. Nous pouvons rayonner en partant de nous-mêmes nos propres valeurs. C'est très, très, très important. Merci, professeur Tapé Grobera, pour votre participation ce soir dans le cadre de l'émission Face à l'actualité. Votre présence nous honore toujours et nous sommes toujours très contents de bien noter pendant que vous expliquez, vous apportez ces analyses assez approfondies. Vous êtes écrivain, historien, panafricaniste. Monsieur Lushima Fortifi, merci infiniment d'être passé sur Afrique Média. J'enseigne les mathématiques, je ne suis pas historien. Ah, d'accord, professeur de mathématiques. Oui, dans les lycées et collèges. Mille excuses pour... C'est pas grave. Mille excuses, je rectifie directement. Monsieur Lushima, merci infiniment d'être passé sur Afrique Média. Vous êtes leader panafricaniste congolais, dirigeant du Front souverainiste congolais, les gardiens de la souveraineté congolaise. Merci. Une première sur les antennes de la télévision panafricaine et nous espérons vous revoir une fois de plus dans le cadre des débats sur Afrique Média. Doyen Simondé, merci infiniment d'être passé. C'est moi qui te remercie pour la chance que j'ai pu échanger avec des célébrités comme ceux que mes partenaires avec qui ont été sur le plateau tout à l'heure. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir rencontrer des éminences comme ça là, pour des débats panafricains. Merci encore une fois de m'avoir invité. Écrivain panafricaniste, promoteur du Made in Africa. Monsieur Dimi Daledo qui malheureusement pour quelques petits soucis techniques n'a pas pu, souci de connexion à son niveau, n'a pas pu poursuivre ou alors clôturer cette émission avec nous. Il est analyste politique, mais également activiste. Monsieur Adama Inas, chargé donc de la communication de Planète des jeunes panafricanistes pour le Burkina Faso. Malheureusement aussi des soucis de connexion. Il n'est plus d'un autre. Merci à vous tous, chers invités, chers experts de haut renom, pour votre participation à ce programme. Chers téléspectateurs, c'est ici donc que nous mettons la clé sous le paillasson. Merci infiniment pour votre extrême fidélité. Vous le savez très bien, cette fidélité nous honore. Restez scotchés sur Afrique Média. Et bien sûr, vous aurez encore l'occasion de suivre des débats